parent, vous vous posez la question du nom que vous pourrez donner à votre enfant. C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui. Si ça vous intéresse, restez avec nous. Bienvenue à toutes et tous dans la collection Les causeries d'égalité. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de poursuivre la nouvelle série Égalité et genre sur le thème de la dévolution du nom de famille, afin de savoir si nous pouvons y voir une nouvelle conquête de l'égalité femmes-hommes. Bonjour Joanne de Chepy-Tellier, je suis heureuse de vous recevoir et de m'entretenir à nouveau avec vous. Bonjour Patricia Ducré, merci beaucoup de m'inviter une nouvelle fois à échanger avec vous sur des thématiques aussi passionnantes que celle de l'égalité et notamment sur celle qui nous occupera aujourd'hui, à savoir le nom de famille. Très bien, alors la première question qui me vient à l'esprit sur ce thème de la dévolution du nom de famille est la suivante. Qu'est-ce que le nom du point de vue juridique et surtout quelles en sont les fonctions ? Alors le nom est le premier élément de l'identification des personnes. Nous en avons tous un, vous et moi et toutes les personnes qui nous écoutent. C'est à travers lui que nous pouvons être à la fois citoyens, électeurs, propriétaires, débiteurs ou encore contribuables. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le nom va participer, comme d'autres éléments de l'identification des personnes, comme par exemple le sexe, à une manière de situer un enfant dès sa naissance au sein d'une famille. Et c'est cette famille qui représente le tout premier groupe social auquel va être intégrée toute personne physique et au contact duquel elle va faire les premiers apprentissages de la vie en société et des normes qui s'imposent à ce titre. Alors ce lien qu'on établit souvent entre le nom et la famille a d'ailleurs permis, à l'instance que représente la Cour européenne des droits de l'homme, d'assurer sa propre protection du nom sous l'angle du fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à la vie privée, dans un arrêt rendu contre la Suisse le 22 février 1994. Alors d'un point de vue plus technique, le nom va faire partie de ce que l'on nomme en droit l'état des personnes, qui est vu comme un ensemble des éléments qui concourent à identifier et à individualiser une personne dans la société. Et le nom va participer activement à cet objectif d'identification, comme d'autres éléments, comme par exemple la date, le lieu de naissance, la nationalité, le domicile, le ou les prénoms, ou encore le sexe des individus. Il faut d'ailleurs préciser que les règles de droit qui vont gouverner l'état des personnes sont impératives, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être contournées par l'expression d'une volonté contraire des individus qui proviendrait des individus, et cette indisponibilité n'est pas sans conséquences concrètes très importantes, puisque les règles du Code civil, et vous êtes juriste et vous le savez, qui concernent les éléments de l'état des personnes, ne permettent pas de faire des choix qui ne sont pas prévus par les règles identifiées dans le cadre du Code civil. Alors pour prendre l'exemple du sexe de chaque nouveau-né dont j'ai parlé à l'instant, dont la naissance est déclarée dans les 5 jours de l'accouchement auprès de l'officier de l'état civil du lieu de naissance, sa mention va figurer dans l'acte de naissance et on ne peut pas en France désigner autre chose que sexe masculin ou sexe féminin. Par conséquent, la mention du sexe neutre sur son état civil a pu être refusée à une personne intersexe de 60 ans qui pourtant réclamait cette nouvelle mention, et elle lui a été refusée par un arrêt important de la Cour de cassation du 4 mai 2017. Alors pourquoi je vous cite cet arrêt ? Parce qu'il est intéressant sur les motifs qu'il avance au titre justement du refus de la mention du sexe neutre à l'état civil. Si je cite cet arrêt, il nous dit « Si l'identité sexuelle relève de la sphère protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'état civil poursuit un but légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique dont elle constitue un élément fondateur. » Et la Cour ajoute que la reconnaissance par le juge d'un sexe neutre aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses
modification législative dite de coordination. Alors cet exemple vient démontrer parfaitement le caractère incontournable des règles qui gouvernent les éléments de l'état des personnes. Toutefois, encore faut-il que des règles relatives à un élément précis existent dans le Code civil, et ça n'a pas été le cas pendant de très nombreuses années de la question du nom. Alors la raison en est qu'historiquement, le nom est né de l'usage avant même d'être appréhendé par le droit en vue de lui conférer un régime juridique. Je m'explique. Pour rappel, jusqu'au Moyen-Âge, les Français ne portaient qu'un nom de baptême qu'ils ne pouvaient transmettre de génération en génération. Cependant, l'accroissement des populations, qui a été notable à partir du Xe siècle, avait notamment favorisé la multiplication des homonymes. Et donc cette multiplication implique justement de ne pas pouvoir différencier entre elles les personnes. Et dans ce contexte, des surnoms sont nés spontanément et ont fini par prendre force d'habitude. Ces surnoms individuels pouvaient correspondre au prénom du père, à une localisation géographique, à un métier, voire même à une caractéristique physique ou morale attachée à la personne. Et c'est vers les XIIe et XIIIe siècles que ces surnoms ont fini par devenir héréditaires et par définition transmissibles. C'est donc la tradition, la coutume que vous connaissez en tant qu'historienne du droit, qui a posé en premier lieu les règles d'attribution du nom à l'enfant et qui a progressivement privilégié le nom du père. Donc dans notre système juridique, la coutume peut être une source de normes dès lors qu'un comportement déterminé va s'installer dans le temps au point d'être perçu comme une règle obligatoire, comme n'importe quel autre texte pourrait les présenter. C'est ce qui s'est passé pour le nom qui, par l'effet de la coutume, a pris la forme d'un patronyme, c'est-à-dire le nom du père. Alors sans doute que ça s'explique par un vieil adage selon lequel la mère donne la vie, le père le nom, et le principe patronymique permettait justement d'instituer symboliquement le père aux yeux effectivement du corps social déterminé, puisqu'en attribuant son propre nom à l'enfant, le père affichait et proclamait sa paternité. Il dissipait ainsi tous les doutes éventuels sur la filiation de l'enfant. Alors lorsque le pouvoir central, évidemment, puisque un pouvoir central s'est installé progressivement, s'est intéressé à la question du nom, il n'a pas cherché à combattre la coutume qui impliquait la transmission du nom du père. Il s'est surtout intéressé aux désordres sociaux pouvant être générés possiblement par les changements de nom. C'est ainsi que la loi du 6 Fructidor en 2, qui correspond à l'année 1794, a posé le principe d'immutabilité du nom en disposant, je cite, qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Donc on voit bien l'idée de ne pas permettre aux personnes de changer comme elles le souhaitent de nom de famille à partir de l'instant où celui-ci a été figé dans le temps. Et c'est bien plus tard, avec la création des livrets de famille en 1870, qu'on a figé cette fois-ci l'orthographe des patronymes, puisque par définition, dans les registres de l'État, on écrit les noms en question. Alors jusqu'à la fin des années 70, la coutume et ses règles patrilinéaires sont pleinement respectées et tous les enfants légitimes, c'est-à-dire les enfants qui sont nés dans le cadre du mariage, portent le nom de leur père avant de le transmettre à leur tour à leur descendance. Cependant, en 1978, on note une évolution notable, puisqu'une résolution du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, prise au nom du respect de l'égalité femmes-hommes, sollicite des gouvernements, je cite une nouvelle fois, d'accorder aux deux époux des droits égaux en ce qui concerne l'attribution du nom de famille aux enfants. Donc on voit bien une poussée, vous voyez, au sein de ce comité des revendications féministes et égalitaires au nom de l'égalité femmes-hommes. Et une première évolution s'est produite en France avec l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, dont l'une des dispositions a reconnu à toute personne majeure le droit d'ajouter à son propre nom de naissance, à titre d'usage seulement, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Alors, en vous écoutant, on comprend tout de suite que ce que vous développez implique que l'attribution du nom obéit évidemment à des règles de droit que tout un chacun est obligé de suivre. Mais quand ces règles sont-elles apparues et dans quel but ? Alors,
le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aspiration ou les aspirations à l'égalité femmes-hommes a trouvé maintes sujets pour s'exprimer et a fini, grâce à la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, par gagner le domaine de l'attribution du nom aux enfants à naître. Ce texte, dont l'entrée en vigueur a été décalée au 1er janvier 2005, a été adopté en France avant même que le législateur ne décide de supprimer l'ancienne distinction entre les enfants naturels, donc issus de couples qui n'étaient pas mariés, et légitimes, qui date de l'ordonnance du 4 juillet 2005. Alors, les règles de dévolution du nom de famille ont, à partir de la loi du 4 mars 2002, pris une place essentiellement au sein de l'article 311-21 du Code civil. Alors, je cite les articles pour que nos auditeurs, éventuellement, puissent les rechercher et puissent avoir les informations à la source. Et cet article a vu ses versions plusieurs fois modifiées au fil des années. Alors, si on revient à la version d'origine du texte, ce texte disposait, à la base, que lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, ou par la suite, mais simultanément, ces derniers, c'est-à-dire les parents, choisissent le nom de famille qui lui est dévolu. C'est-à-dire soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite, et ça c'est important, d'un nom de famille par chacun des parents. En l'absence de déclaration conjointe, c'est-à-dire en l'absence de choix, fait à l'officier de l'état civil, qui mentionnerait le choix du nom de l'enfant fait par ses parents, celui-ci, l'enfant, va prendre le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu, et le nom du père, si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre, des parents. Alors on le voit, cette version consacrait une évolution particulièrement intéressante. La liberté des parents dans le choix du nom de famille à donner à leur enfant. Mais elle instaurait tout de même une égalité au stade imparfait, puisque la primauté masculine n'avait pas totalement disparu dans le texte d'origine. En effet, il suffisait, lorsque les deux filiations étaient établies simultanément, qu'aucun choix n'ait été fait pour que les parents en viennent à attribuer le nom du père à l'enfant. D'où la primauté, bien évidemment, du nom du père. Alors, dans sa version issue, cette fois, de la loi du 17 mai 2013, le même texte, l'article 311-21 du Code civil, est venu distinguer désormais deux hypothèses. Celle, d'une part, de l'absence de déclaration conjointe, c'est-à-dire de choix du nom de l'enfant par ses parents, qui se résolvait par l'attribution du nom du père en cas d'établissement simultané de la filiation. Mais en cas de désaccord, donc hypothèse revisitée par la loi de 2013, désaccord entre les parents sur le nom à donner à l'enfant, dans ce cas, lorsque le désaccord est signalé par l'un des parents à l'officier de l'état civil, l'enfant prend le nom de chacun de ses parents, qui est cette fois-ci accolé dans l'ordre alphabétique. Alors en marge, lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un parent, évidemment, il n'y a pas de liberté de choix au sens où il faut un accord parental. Et donc, généralement, c'est la mère qui donne le nom à l'enfant par application de l'article 311-23 du Code civil. Alors, mais la loi prévoit que dans le cas où le second lien de filiation est ensuite établi, dans l'hypothèse où il n'y en a qu'un seul au départ, durant la minorité de l'enfant, les parents vont pouvoir faire une déclaration conjointe auprès de l'officier de l'état civil afin qu'un autre nom que celui qui a été dévolu en premier soit substitué au profit, bien évidemment, de l'enfant. On va donc retrouver alors l'idée que les parents ont, même dans cette hypothèse où la filiation en premier lieu a été établie à l'égard d'un seul, généralement la mère, une possibilité de choisir de donner le nom du père, celui de la mère, ou encore les deux accolés dans l'ordre qu'ils souhaitent. Alors bien évidemment, il faut faire attention parce que toute la minorité n'est pas concernée par la même règle, puisque dès que l'enfant a atteint l'âge de 13 ans, la loi prévoit son consentement à son changement de nom, quel qu'il soit. Alors l'idée qui commence à germer dans la loi de 2013 est certainement de laisser au mineur qui a atteint un âge de raison ou un âge de discernement suffisant la possibilité de s'autodéterminer, de construire son identité propre à travers notamment le choix de son propre nom.
Alors, eu égard à ce que vous venez d'évoquer, l'égalité femmes-hommes, précisément dans les règles d'attribution du nom de famille à l'enfant, reste incomplète, puisque si j'ai bien compris ce que vous venez de nous expliquer, la primauté masculine n'a visiblement pas complètement disparu. Alors, est-ce bien cela? Ai-je bien compris? Vous avez très bien compris, chère Patricia, c'est exactement ce que j'ai dit, sachant que depuis la loi de 2013, on a assisté à des évolutions assez récentes du nom de famille. Alors, pour coller en fait à des nouvelles formes de famille, et même pour coller à une autre idée, celle des aspirations personnelles de l'enfant. Je m'explique. Après 2013, on a assisté à 2 modifications majeures. D'abord, la loi du 2 août 2021, qui est relative à la bioéthique, a eu pour effet d'adapter les règles d'attribution du nom de famille à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur lorsque la filiation de 2 femmes est établie à l'égard d'un enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. Ça veut donc dire que la filiation de celle qui accouche de l'enfant est établie par sa désignation dans l'acte de naissance, tandis que la filiation à l'égard de l'autre femme, donc celle qui n'a pas accouché ni même porté l'enfant, est établie par le recueil de son consentement notarié donné avant même l'assistance médicale à la procréation. Ce sont les nouvelles règles de l'article 342-11 du Code civil. Et l'autre texte qui est très intéressant, c'est celui de la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, qui va, quant à elle, changer profondément l'esprit même des règles relatives à la mutation du nom de famille. Alors, le premier texte que j'ai cité, la loi du 2 août 2021, est pas vraiment en incidence directe avec l'égalité femmes-hommes, puisque, par définition, il s'agit d'adapter la dévolution du nom aux règles de la filiation, doublement, j'oserais dire, maternelle, liée au fait qu'un couple de femmes décide de procréer via la technique de l'assistance médicale à la procréation. Oui. Donc ici, dans cette hypothèse, il n'y a évidemment pas de filiation paternelle qui est en jeu, qui est en cause. Le second texte, celui de la loi du 2 mars 2022, est bien plus important pour notre propos parce qu'il va simplifier considérablement les règles qui encadrent les mutations du nom de famille. Alors, il va falloir reprendre un petit peu les propos que nous avons eus en amont, puisque j'ai commencé par vous dire tout à l'heure qu'il y avait un principe d'immutabilité du nom de famille qui implique qu'on ne puisse pas en changer à sa guise. Et jusqu'alors, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de 2022, l'enfant avait seulement cette possibilité d'adjoindre à son nom de naissance le nom de l'autre parent qui ne lui avait pas attribué le sien, et seulement à titre d'usage. Oui. Ça veut donc dire qu'on prend l'usage du nom du parent qui ne nous est pas attribué, on l'accole à celui qu'on a à la naissance ou on le substitue, mais c'est simplement pour faire apparaître ce nom à titre de l'usage social que l'on veut en faire. Donc par définition, si ce n'est qu'un usage, ce n'est pas une modification, un changement de nom à l'état civil en tant que tel, ce qui implique que le nom d'usage, par définition, ne soit pas transmissible aux héritiers de celui qui l'utilise. Mais tout de même, toute personne majeure aujourd'hui qui voudrait, à titre d'usage, en venir à modifier son nom de famille, pourrait avoir une nouvelle possibilité accordée par la loi de 2022, non plus de simplement accoler le nom du parent qui n'a pas été transmis, mais de faire l'un des choix qui est permis à l'article 311-21, c'est-à-dire qu'on peut très bien décider que le nom d'usage, ce sera le nom du père, le nom de la mère, les deux accolés dans l'ordre qu'on souhaite. Il ne s'agit plus, vous voyez, de façon autoritaire, de dire que le nom d'usage de la loi de 85, issu de la loi de 85, est simplement un accolement du nom du parent qui n'a pas été transmis au premier que l'on a reçu. Alors, là où c'est encore plus intéressant, vous voyez, j'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer, c'est que dans la loi du 2 mars 2022, encore une fois, il existe, on a mis en place une procédure simplifiée, cette fois-ci, du changement de nom de famille. Donc là, il s'agit, de manière irréversible, de prendre le nom de base et lui substituer définitivement le nom nouvellement choisi par l'enfant. Alors jusqu'alors, le principe d'immutabilité du nom de famille était si puissant
qu'il impliquait nécessairement l'utilisation d'une procédure très dissuasive en la matière. Alors pour ceux qui nous écoutent, il y a encore un article à retenir, c'est l'article 61 du Code civil qui impose en effet que la personne qui poursuit un objectif de changement de nom justifie d'un intérêt légitime, surtout que cet intérêt légitime va être contrôlé au sens où la procédure de changement de nom va devoir être autorisée par décret. Donc il ne s'agit pas d'avoir un simple contact avec l'officier de l'état civil, encore faut-il que l'on poursuive un but légitime, contrôlé, et que l'autorité administrative vous autorise in fine à changer de nom. Mais là où vient apporter une modification essentielle, la loi nouvelle du 2 mars 2022, fait qu'elle reconnaît aujourd'hui à toute personne majeure qui n'a pas forcément un motif légitime pour cela, ou tout du moins, si elle en a un, il ne sera pas contrôlé par l'autorité administrative. Cette personne va pouvoir demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son propre changement de nom. Dès lors, le demandeur va avoir accès à la diversité des choix de nom qui est prévue à l'article 311-21 du Code civil et ainsi lui permettre elle-même de déterminer le nom de famille qu'elle veut désormais utiliser et acquérir, à savoir le nom du père, le nom de la mère, les deux accolés, dans l'ordre que la personne va souhaiter. Alors bien sûr, il ne faut pas laisser trop de possibilités de modification du changement de nom. Les registres de l'état civil sont des registres sérieux à partir desquels on fait un certain nombre de recherches et de mise en correspondance généalogique. Et donc il y a cette idée aussi que le choix que l'on fait doit être à un moment donné réfléchi. Et c'est pourquoi le texte, le nouveau texte de l'article 61-3-1 du Code civil, nous dit que toute personne majeure qui sollicite cette procédure simplifiée ne peut le faire dans sa vie qu'une seule fois. D'où le choix, bien évidemment, réfléchi. Alors, je vous parle de cette évolution parce qu'en fait, elle vient modifier, on va dire, l'état d'esprit qui gouverne ou qui gouvernait jusqu'alors les règles de dévolution du nom de famille, puisque jusqu'alors on assistait en fait à un certain élan de conquête de l'égalité femmes-hommes pour laisser la possibilité à la mère, y compris lorsqu'elle est mariée, de transmettre son nom à son ou ses enfants. Aujourd'hui, la perspective qui se dessine à travers la loi de mars 2022, elle participe plutôt à la construction personnelle chez les individus de leur propre identité et leur permettre, à partir de l'instant où elles deviennent majeures et donc pleinement capables d'exercer leurs droits, de faire des choix conscients, des éléments de leur propre identité personnelle. Et donc je pense que ce changement, il est fondamental parce qu'il permet à tout un chacun de se reconnaître ou non dans le nom de famille initial et de faire ensuite, de mettre en place une procédure de changement de nom pour que le nom ainsi attribué, le nom choisi, corresponde parfaitement à un état d'esprit ou même à une évolution sociale particulière. Eh bien, je vous remercie, cher Johan, de nous avoir éclairé sur la dévolution du nom de famille au regard de l'égalité femmes-hommes. Merci à vous, Patricia, c'était un plaisir.